Chers amis, bonjour. Je viens pour information, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, je viens de changer mes lunettes. Ça va faire très mal. Bon, alors on va commencer déjà par, je viens de voir une alerte là sur le Parisien, 81% des Français qui sont insatisfaits du bilan de 3 ans de François Hollande. C'est très vilain de mentir. Voilà, tout simplement, parce que c'est un sondage, et un sondage par définition, il est fait de telle sorte que l'on prédispose à certaines réponses. Donc c'est bidon, en fait, ça n'est pas la réalité. Voilà. Que ça ait du mal à passer, je conçois parfaitement, mais 81% mécontents, non, c'est complètement bidon. Voilà. Donc je ne m'y attarde pas parce que j'ai pas de ça à faire. Voilà. À bon entendeur. À bon entendeur. Non, ce matin, en fait, j'avais l'intention de vous parler d'autre chose, donc j'en arrive où je vais vous parler. C'est au sujet du Népal. J'ai vu que France Télévisions avait commencé à, comment dire, faire des petites vidéos pour demander, pour proposer aux Français de donner de l'argent pour ce qu'ils veulent, et je trouve ça vraiment bien. Moi, je voudrais mettre l'accent sur 2 choses particulières. J'ai bien noté que les images que l'on a vues sur place là-bas ont montré, parce que moi j'ai vu, je n'ai pas vu, j'ai vu et donc j'ai regardé, notamment les images de drones qui montrent évidemment tous les dégâts là-bas, et il se trouvait justement un édifice avec la terrasse. L'édifice, donc c'était un immeuble qui était entièrement droit, entièrement droit, je veux dire qui n'était pas éboulé, qui n'était pas détruit, et la terrasse était avec plein de pots et plein de choses qui poussaient. J'entends fort bien que la personne qui conduisait le drone l'a fait de façon parfaitement intentionnelle, sauf que c'est pas lui avec ses petites mains qui a empêché l'immeuble de tomber. Et voilà, donc je veux dire, ça n'est pas une forme de manipulation à mon intention que de montrer ça, puisque cette chose-là existe bien là-bas. C'est-à-dire que sur place, il y a un immeuble avec une terrasse et où il y a plein de plantes en pot qui poussent. C'est l'apocalypse tout autour de l'immeuble, et sur l'immeuble, il y a la terrasse avec plein de pots et des plantes qui poussent. La veille, il y avait, bon là c'était plus intentionnel parce que ça avait été choisi volontairement, la caméra était dans un appartement, donc montrait l'extérieur avec tout qui était dévasté, et au premier plan il y avait un petit pot de géranium sur la droite, sur la droite, sur la gauche, je sais plus. Bon là c'est vrai, c'est intentionnel, on est bien d'accord. Bon, il n'empêche qu'aujourd'hui il y a un problème de famine là-bas qui est quand même grave, quoi. Donc oui, il faut donner de l'argent, et puis il faut surtout trouver des pistes pour essayer de faire que tout ça soit le mieux coordonné possible et trouver éventuellement de nouvelles voies. Et c'est là que j'interviens. C'est là que j'interviens. Alors, j'y réfléchis, je précise que si je ne dis rien ou pas grand-chose sur le sujet depuis que c'est arrivé, ça signifie pas que j'y pense pas, bien au contraire. Bien au contraire, je ne pense qu'à ça, je serais même tentée de dire. Enfin, quasiment, oui, je ne pense qu'à ça. Il est intéressant de noter, par exemple, que dans les villages, les agriculteurs qui étaient en train de travailler dans les champs, du coup, sont toujours en vie, eux. Ils sont rentrés chez eux après la journée de travail, les maisons étaient complètement éboulées, et ils sont dans la merde jusqu'au cou, mais ils sont vivants. Ils sont vivants parce qu'ils cultivaient leurs champs. Qui est quand même interpellant. Je suis pas en train de dire que tout le monde doit redevenir agriculteur, mais au niveau de la symbolique, je trouve que c'est quand même extrêmement parlant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sous ma vidéo plein de liens. Alors, c'est le moment ou jamais, justement, de booster l'agriculture sur le plan international. Voilà. Je parle de la petite paysannerie, bien évidemment, et pas des lobbies agricoles à la Monsanto et tout ça. Non, non, non. Moi, je vous parle, voilà, de booster l'aviculture sur place,
parce que ces gens-là, il va bien falloir qu'ils vivent de nouveau, qu'ils revivent, qu'ils survivent, qu'ils mangent, et de préférence avec des choses qu'ils ont élevées ou qu'ils ont cultivées, et pour ça, il leur faut des outils. Voilà. Donc je vais fouiller sur internet pour voir les liens en question. Moi par contre, il y a une question, alors là je fais fort, là vous allez voir comme d'habitude, je vais faire fort. Je vous ai déjà parlé d'Architectes sans frontières. Bon. Le but d'Architectes sans frontières, c'est de voir à consolider les bâtiments encore debout et d'aider à reconstruire ce qui est le plus vital, donc je suppose les écoles, enfin les hôpitaux dans un premier temps, les écoles, etc. etc. Bon. Déjà, je sais plus à quel séisme c'était, il y avait l'entreprise française, c'est Emelin je crois, je sais plus le nom de la boîte, qui fabrique les brouettes, qui était parti avec un SMI carrément sur le lieu de la catastrophe, et il avait vendu ses brouettes comme des petits pains évidemment, parce que mine de rien... Là, il y avait, j'entendais avant-hier, un problème parce qu'il n'y avait pas de chariot élévateur pour transporter les palettes de sacs de riz. Bah oui, quand il n'y a pas d'élévateur, on le fait à la main et on le fait dans une brouette. Oui, je sais, moi à 54 ans, j'ai plus vraiment la forme pour le faire, mais je veux dire, les populations sur place, elles demandent pas mieux qu'à travailler et à être les premiers acteurs de leur comment dire, de leur survie et de s'en sortir. Malheureusement, quoi. Mais il y a au sujet des architectes, donc d'Architectes sans frontières, moi il y a quelque chose qui m'intrigue. J'aimerais bien qu'il y ait un reportage qui soit fait tout particulièrement sur ce plan-là. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aimerais que les architectes en question qui travaillent sur le sujet nous expliquent de la façon la plus claire possible comment est-ce qu'ils font pour déterminer qu'un bâtiment est sur le point de s'écrouler ou pas. C'est quelque chose, même sans parler de séisme particulièrement, ça arrive quelquefois que des maisons, par exemple, se trouvent endommagées parce que on a fait des forages, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je pense que chacun voit bien la subtilité, à quoi je veux en venir, la subtilité, enfin, selon laquelle je veux en venir, enfin, bref, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Et, gaz de schiste, etc., quoi, hein, voilà. Et, bon, quand on voit une fissure, moi aussi, un mur est debout, il y a une fissure, je me dis, ah, tiens, il se passe quelque chose. Mais bon, après un séisme, un mur qui n'a pas de fissure, est-ce qu'on considère qu'il tient toujours debout ou pas? Est-ce qu'il existe des moyens autres que le feeling des architectes pour déterminer si un bâtiment est dangereux ou pas? Ou est-ce qu'il existe un moyen plus sophistiqué d'arriver à apprécier ça de façon objective? En auscultant le mur, enfin je dis ça, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais en auscultant le mur, par exemple, c'est très empirique hein, ce que je fais là, mais le fait de mettre des capteurs, par exemple, sur un bâtiment sur lesquels on a des doutes, est-ce qu'on va pouvoir percevoir des vibrations ou pas? Un appareil qui permettrait de percevoir éventuellement des vibrations sur un mur, peut-être que ça aiderait à déterminer. Je rigole parce que les mecs ils doivent se dire non mais attends je pense que je n'en suis pas moins écouté malgré tout, vous inquiétez pas. Et je voudrais qu'on nous explique comment est-ce qu'on détermine qu'un bâtiment est sécurisé ou pas. Parce qu'aujourd'hui par exemple il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que leur maison ne s'est pas écroulée mais ils ont peur qu'elle leur tombe dessus. Et peut-être qu'avec un moyen technique adapté, on pourrait leur dire, c'est sûr, ça tient debout, vous risquez rien. Donc c'est quand même vachement important parce que ces gens-là, ils sont dehors. Là. Donc peut-être que, voilà, c'est une piste. Hein, voilà. Sinon, j'entendais le président du Népal qui disait, ça nous est déjà arrivé, donc on va reconstruire. Moi, je vais être franche, hein. Autant, bien sûr, il est absolument hors de question de renoncer au fait de reconstruire, c'est pas du tout ça. Mais je pense sincèrement que les endroits où les édifices se sont écroulés, il faut reconstruire uniquement et strictement quelque chose d'antisismique, donc pas quelque chose de traditionnel, malheureusement, à moins qu'on soit capable de construire de l'antisismique combiné au traditionnel, pourquoi pas, c'est peut-être envisageable. Après tout,
On ne sait jamais, il faut voir, il y a des gens qui travaillent sur le sujet, donc pourquoi pas. Mais moi je pense qu'il serait beaucoup plus raisonnable de reconstruire à l'identique les monuments religieux et traditionnels qui se sont écroulés, mais de les reconstruire ailleurs, dans un endroit qui n'est pas sujet au séisme. Voilà. C'est l'occasion pour moi justement de reconstruire une nouvelle ville, et une nouvelle ville qui sera moins vulnérable en cas de séisme. Voilà. Puisqu'on sait que c'est une faille qui de toute façon génère des tremblements de terre à intervalles réguliers, c'est pas la peine de reconstruire quelque chose dont on sait que dans 50, 100 ans ou 150 ans, c'est tout à fait susceptible de retomber. À mon avis, c'est stupide, quoi. Je veux dire, il faut pas faire ça. Et sur les zones, justement, où les bâtiments se sont écroulés, construire soit de l'antisismique, soit faire des jardins vivriers et des jardins, parce que aujourd'hui les jardins ça se visite aussi. Alors je comprends bien que c'est une valeur extrêmement importante sur le plan touristique, mais des jardins aussi ça se visite. Et à la place du bâtiment en question, mettre un monument, ériger simplement un simple monument, donc qui se visite, mais dans lequel on n'entre pas, hein, pas quelque chose comment dire, quelque chose qui soit uniquement symbolique. Faire des jardins vivriers et des jardins ornementaux à ces endroits-là, qui seront visités aussi par les visiteurs, en plus du bâtiment en question, réel alors, qui sera reconstruit dans une zone protégée des séismes, c'est-à-dire une zone qui est moins vulnérable. Moi je pense sincèrement que c'est ce qu'il faut faire. Au sujet des enfants, il faut trouver des gens qui puissent faire l'école en plein air en attendant que les écoles soient reconstruites. Il faut les faire dessiner. Derrière les dessins, il faut qu'ils mettent leur nom systématiquement, la date, le nom et l'endroit où ils se trouvent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut trouver un moyen de les retrouver éventuellement plus tard, ces enfants-là. Parce que est-ce qu'ils vont emmener leurs dessins avec eux? Est-ce que les ONG les gardent? Voilà. Moi, je pense que c'est mieux que le gamin garde ses dessins, parce que ça l'accompagnera. À chaque fois qu'un enfant dessine quelque chose de traumatique, ça fait partie de son histoire. Mais le fait qu'il l'ait dessiné, c'est une façon d'avoir transformé sa souffrance. Donc je pense que c'est plus sain qu'il le garde. Mais ça, c'est valable pour n'importe où dans le monde, pour n'importe quel traumatisme. Je pense que c'est préférable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Ben, ces gens-là ont besoin d'argent, bien évidemment. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je vais vraiment fouiller pour voir sur le plan agricole les liens que je peux transmettre sous la vidéo. Voilà. Agricole et architecture. Et la banque alimentaire, évidemment. Banque alimentaire et action contre la faim.